Merci à la Radio-Télévision Caraïbe qui font ce grand travail. C'est un acte de courage, c'est le courage patriotique, le courage pour une autre Haïti. Donc le sujet d'aujourd'hui, je voudrais aussi dire que je suis très content d'être à nouveau avec la jeunesse, avec les jeunes universitaires. C'est le milieu que j'aime, c'est le public que j'aime, c'est mon vrai métier. En fait, c'est là où je me sens à l'aise. C'est pas avec un beau costume, cravate, et puis dans des discussions ou véritablement des discussions de façade. Parce qu'on va revenir là-dessus. Parce que quand on est un petit pays, qu'on est un représentant diplomatique d'un petit pays, les discussions, on vous invite à une discussion, on vous invite à une réunion, mais on ne vous invite pas à une discussion parce que tout simplement vous n'avez pas de puissance, vous ne pouvez pas projeter de la puissance, vous n'êtes pas un État capable de discuter avec les autres. Donc je suis très content d'être avec vous cet après-midi pour discuter cette question très importante, une question qui est liée à la souveraineté mondiale, à la souveraineté régionale, à la souveraineté nationale. Et je voudrais vous dire aussi, c'est pas pour rien que je viens avec ces bouquets. Peut-être d'aucuns diront, ah voilà, il fait son intéressant, il vient avec tous ces bouquins-là, mais c'est un acte purement pédagogique. Parce que tout simplement, c'est une manière de vous montrer que quand je suis face à la jeunesse, quand je dois intervenir auprès d'un public universitaire, je prends ça très, très au sérieux parce que tout simplement, les universitaires, comme tout le monde d'ailleurs, mais notamment, étant donné que le public est un public universitaire, méritent beaucoup de respect. Donc, ces bouquins-là, je ne vais pas vous raconter tout ce qui se trouve dans ces bouquins-là, mais c'est juste un acte de monstration intellectuelle, un acte purement pédagogique, parce que tout simplement, il faut vivre avec et pour le livre, tout simplement pour faire un monde, parce que le monde se trouve dans les livres. Donc je dirais, pour ce qui concerne le sujet, l'éventuelle intervention du Kenya en Haïti, enjeux et perspectives géopolitiques, je ferai une intervention en 3 points. Une intervention en 3 points. Le premier point, vous allez me permettre de faire une petite parenthèse philosophique. Encore une fois, comme me l'a dit un collègue à un café philo qui était très chaud, très succulent d'ailleurs, un café philo que j'ai présenté sur Michel Foucault, Le courage de la vérité de Michel Foucault. Donc je vais faire cette petite parenthèse-là. J'espère que les collègues philosophes, comme John P. Carbiron, ne vont pas dire que je joue aux philosophes. Et le fait est qu'on constate que M. Biron joue actuellement à l'ethnologue. Le problème, c'est que ce n'est pas en réfléchissant, en discourant sur les auteurs, sur les philosophes qu'on est un philosophe, tout comme ce n'est pas en parlant d'ethnologue qu'on est ethnologue. On est philosophe par la pensée, on est ethnologue, sociologue par la recherche empirique, par le terrain. Donc, c'est-à-dire que tout le monde ici peut être philosophe. Vous allez me permettre de faire cette parenthèse philosophique. Parce que parler du Kenya, de l'éventuelle intervention du Kenya en Haïti, d'une mission commandée ou dirigée par le Kenya en Haïti, c'est parler d'une question philosophique beaucoup plus large. La question philosophique qui sous-tend en quelque sorte cette problématique-là n'est autre que la question de la paix mondiale. Une question philosophique d'une extrême importance parce que c'est une question kantienne. Quand on dit une question kantienne, ce n'est pas une question proprement kantienne, parce que cette question a été élaborée bien avant Emmanuel Kant, la question de la paix perpétuelle. Donc on va venir en Haïti pour pacifier. Donc Haïti mérite une pacification, le monde mérite une pacification. La région, plusieurs régions, notamment la région dont on va parler, la région en Afrique, le pays africain. Donc tout cela s'inscrit dans cette problématique-là, la problématique philosophique, très bien pensée, largement pensée d'ailleurs de qui je peux dire, de Grotius, en partant de Grotius à Pufendorf, jusqu'à John Rawls, en passant évidemment par l'abbé de Saint-Pierre,
l'abbé de Saint-Pierre, très grand penseur de la question de la paix perpétuelle, en passant l'abbé de Saint-Pierre, en passant par Rousseau qui a fait le jugement sur le texte de l'abbé de Saint-Pierre, en passant évidemment par Emmanuel Kant, son fameux projet de paix perpétuelle qui avec on peut dire, dans le prolongement de la pensée de l'abbé de Saint-Pierre, sur la question de la paix perpétuelle, a donné naissance à d'autres institutions en termes de raisons pratiquées. La SDN, les Nations Unies actuellement, qui est l'institution chargée de maintenir la paix et la sécurité mondiale. Donc, je ne vais pas revenir sur tous ces auteurs-là, mais c'est une manière de vous dire que c'est une question qui concerne une problématique contemporaine qui n'est autre que la problématique du cosmopolitisme. Parce que tout simplement, le projet kantien, c'est un projet de l'État cosmopolite, ou sinon de l'État cosmopolitique. Donc sur le cosmopolitisme, comme je vous l'avais dit, je viens sur cette thématique seulement. La plupart de ces bouquins-là sont sur cette thématique-là, sur le nouveau cosmopolitisme, l'ancien cosmopolitisme, le nouveau cosmopolitisme. Vous allez avoir un texte de Daniel Archigui, La démocratie cosmopolitique. Vous allez avoir un grand texte, je vous présente ces textes rapidement, un texte de Michel Agier sur la condition cosmopolite, un texte de Francis, très grand texte aussi de Francis Cheneval, La cité des peuples, mémoire de cosmopolitisme, et évidemment l'auteur que j'enseigne à l'université, un texte de Ulrich Beck, de Qu'est-ce que le cosmopolitisme. Je vous ai dit aussi qu'en passant par John Rawls, le grand texte de Rawls, comme philosophe contemporain, Paix et démocratie, le droit des peuples et la raison publique aussi, avec d'autres textes, très important aussi, le texte de Louis Lourme, Le nouvel âge de la citoyenneté mondiale. Parce que tout simplement, si le Kenya se propose de venir, si l'ONU se penche sur la question haïtienne, c'est parce que tout simplement, Haïti, les Haïtiens sont des citoyens, mais les Haïtiens sont avant tout, après être des citoyens haïtiens, ils sont des citoyens du monde. Et tout cela s'inscrit dans la problématique de la puissance globale, puissance de certains pays, donc pays qui se trouvent, comme le dit Bertrand Badi, l'impuissance de la puissance sur les relations internationales. Donc c'était pour une façon de vous montrer que la question qui nous préoccupe, c'est le cosmopolitisme contemporain dans le cadre des Nations Unies. Donc c'était la parenthèse philosophique. Les philosophes vont... je demande aux philosophes de me pardonner cette brièveté, mais si Café Philo le veut bien, je peux faire une intervention d'ordre philosophico-historique sur la thématique principale, la philosophie de la paix. Philosophie de la paix, c'est-à-dire une perspective juridico-philosophique de la paix, puisqu'il s'agit d'une philosophie morale, il s'agit d'une philosophie politique, il s'agit d'une philosophie du droit, en quelque sorte. Donc, premier point dans mon intervention. Deuxième point, ça va concerner exactement l'institution qui symbolise, dans le sens kantien du terme, qui symbolise cette fédération des États, cette alliance des peuples qui est actuellement, on sait très bien que la SDN n'a pas fait long feu, mais cette institution-là, c'est l'Organisation des Nations Unies, qui symbolise l'idée philosophique kantienne, c'est-à-dire que ce n'est pas un État mondial, ce n'est pas évidemment un État des peuples, mais une alliance des peuples. On pourrait faire la différence entre ces deux concepts kantiens par après. Donc l'ONU symbolise pratiquement cette alliance des peuples, cet État cosmopolitique dans le sens d'une projection de puissance globale, évidemment dans la coopération interétatique, mais dans une perspective de sécurisation, sinon de sécurité collective. Sécurité collective à plusieurs niveaux. Sécurité collective au niveau global, supranational. Sécurité collective au niveau régional, comme l'OTAN, comme l'Union africaine, comme l'OEA, qui est une coquille vide d'ailleurs, on reviendra là-dessus, l'OEA comme acteur de la sécurité collective dans la région, qui ne pèse pas trop lourd, alors que l'Union africaine pèse de tout son poids dans la sécurité collective en Afrique, y compris notamment avec le pays dont on va parler, avec le Kenya. Donc il s'agit de la sécurité à ce niveau-là et la sécurité nationale, la sécurité nationale, c'est-à-dire que la sécurité au niveau de l'État haïtien. Parce que le problème qui se pose actuellement au niveau de l'État haïtien, c'est un problème purement obscien.
J'utilise ces concepts parce que je suis à Café Philo, évidemment. Un problème purement hobbesien, un problème de la paix. Ce n'est pas la paix au niveau... C'est-à-dire que quand on parle de paix, on parle aussi, cependant, qu'il y ait la guerre. Ce n'est pas entre les États. On va parler aussi de cela après, mais c'est une paix interne. Une paix interne dont on n'arrive pas à trouver le Léviathan. C'est pas, le Léviathan, c'est le titre du fameux livre de Hobbes. C'est-à-dire que dérivé, je crois, pour répéter Jürgen Habermas, très bon petit texte par le contenant, mais très grand texte par le contenu, la paix perpétuelle, le bicentenaire d'une idée kantienne. Comme le dit Habermas dans ce texte-là, le fait est que ce qu'il faut comprendre, c'est que cette idée-là hobbesienne de sécurité nationale, c'est par rapport à ce Léviathan-là. Nous avons un lemdak comme ça. C'est-à-dire qu'un Léviathan boiteux. L'État haïtien en tant que Léviathan boiteux, Léviathan, terme dérivé des 2 derniers versets du 41e chapitre du livre de Job, exactement, c'est-à-dire que le Léviathan ou le roi des orgueilleux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les étudiants en philosophie, si vous vous souvenez de la thèse de Hobbes sur la question qu'on appelle ça de l'état civil par rapport à l'état de nature, le passage de l'état de nature à l'état social, c'est-à-dire qu'avec le Léviathan qui rend possible ce passage-là. Le Léviathan rend possible ce passage-là parce que tout simplement, le Léviathan qui est l'état se transforme en roi des orgueilleux, gouverne la pulsion liée à la vanité, la pulsion de mort, la crainte de la mort, pas seulement de la mort, comme je le dis souvent à mes étudiants en sociologie, de la mort violente, donc l'homme revient à la raison en se choisissant un chef, un roi, mais ce roi-là, c'est le roi des orgueilleux qui est le Léviathan. Or, nous n'avons pas ce roi en Haïti. Nous n'avons pas ce roi. Si nous l'avons, mais c'est un roi boiteux, c'est un roi handicapé, passez-moi l'expression. On le dit en matière de philosophie politique, de sociologie politique, mais le fait est que nous sommes dans cette situation où notre vie, le premier des biens, est constamment menacé, malgré le fait que nous soyons dans un état social. Le premier des biens, c'est la vie. C'est-à-dire que, comme le dit Hobbes, nous sommes passés à cet état-là, tout simplement parce qu'avec la vanité, l'égoïsme, l'orgueil, l'appétit naturel, parce que tout simplement nous voulons être le meilleur, le plus puissant. Non seulement nous voulons être le meilleur, le plus puissant, nous voulons aussi que l'autre reconnaisse notre puissance. La question de la vanité. En Haïti, on a un État. Est-ce que l'État est souverain ? Or, comme le dit Raymond Aron, qui a pensé les relations internationales, comme le dit aussi Habermas, la souveraineté, c'est avant tout la capacité de doter ces personnages orgueilleux, de dompter, de les brimer, de les mettre dans un carcan juridique, un carcan administratif, par le monopole de la violence légitime et aussi par la question de la fiscalité. Nous n'avons pas cela. À ce moment-là, nous sommes tombés actuellement dans une forme d'état naturel. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Nous sommes quasiment dans un état naturel où n'importe qui peut tuer n'importe autre personne à sa volonté. Parce que tout simplement, il n'y a pas de protection. C'est-à-dire que le premier des biens est menacé. Nous n'avons pas un État souverain, parce que l'État souverain, c'est l'État qui est capable de garantir la protection, en quelque sorte, de ces ressortissants, de ces sujets, par le biais d'un dispositif juridique, d'un dispositif administratif. Or, donc par la force, nous n'avons pas cela. La preuve, c'est qu'il y a les quartiers de Port-au-Prince qui tombent les uns après les autres sous le contrôle de bandes non étatiques, de coalitions non étatiques, de coalitions d'armées, en quelque sorte, de forces tout à fait privées. Donc à ce moment-là, nous avons fait appel, quand je dis nous, c'est entre guillemets les responsables de cet État boiteux, de ce Léviathan. Bon, si tant est que nous avons des responsables dans ce pays actuellement. Donc ils ont fait un appel à une puissance globale, une institution globale qui est l'ONU. Donc, à ce moment-là, l'ONU va s'engager dans ce qu'on appelle, c'est le deuxième moment de ma présentation, dans ce qu'on appelle les opérations de maintien de la paix. Les opérations de maintien de la paix, le chapitre 7, en quelque sorte, de la charte de San Francisco du 26 juin 1900,
1945. Je vais vous passer les détails sur le fondement de cette charte-là, sur les conditions d'élaboration de cette charte-là, sur les acteurs, etc. Ce n'est pas le moment de faire cela. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut comprendre l'éventualité de l'intervention du Kenya. Il faut placer l'éventualité de l'intervention du Kenya dans ce cadre-là, dans cette gouvernance globale-là, dirigée par les Nations Unies à travers son département des opérations de maintien de la paix, aussi son département des affaires politiques. Donc, l'ONU intervient, l'ONU est déjà intervenue par d'autres moyens, notamment par un soft power, on reviendra là-dessus, le soft power en termes de sanctions. La sanction, c'est quand l'ONU véritablement ne veut pas engager directement les forces, s'engager dans une opération de maintien de la paix tout à fait militaire. Donc il y a une intervention déjà non militaire, mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait cette intervention militaire à travers le Kenya. C'est une manière de vous dire que cela obéit à 3 principes fondamentaux, cette opération-là. Donc les principes des OMP, des opérations de maintien de la paix. Le consentement, il faut qu'il y ait le consentement des parties, c'est-à-dire le gouvernement et ou les parties en conflit. C'est un principe d'impartialité. C'est aussi un principe de non-recours à la force, sauf en cas de légitime défense ou de défense du mandat. C'est là où le bas blesse. Le 3e principe, actuellement, c'est transformé. Donc, on n'est plus au stade, c'est pour cela qu'il y a autant de tergiversations au niveau de l'ONU et au niveau des puissances globales, comme les États-Unis, la France, le Canada et notamment les 5 puissances du Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que tout simplement, le 3e principe des OMP pose actuellement problème, c'est le principe du non-recours à la force, sauf en cas de légitime défense ou de défense du mandat. Parce que tout simplement, le monde a changé. Le monde a changé. Nous sommes actuellement dans ce qu'on appelle la 3e phase, sinon la 3e génération des opérations de maintien de la paix. Première phase, c'est-à-dire que première phase, 56-58, 1978, de 78 à 90, deuxième phase. 90, comme vous le savez, c'est la chute du mur. Le bloc, la fin en quelque sorte de la guerre froide. Deuxième phase, nous sommes à la 3e phase de la pacification, ou du moins de la mise en place de l'État cosmopolitique, de l'implémentation de l'idée cosmopolitique. Et cette 3e phase-là est une phase très périlleuse, parce que tout simplement, si la première phase a été une phase d'observation de trêve, comme lors de la guerre israélo-arabe, deuxième phase, d'autres types d'opérations de maintien de la paix en Asie, au Liban, en Afrique, etc. On est à la 3e phase parce que tout simplement le monde a changé. Nous ne sommes plus dans le cadre de conflits. On parlait tout à l'heure de paix, donc c'est-à-dire que le pendant c'est la guerre. Nous ne sommes plus dans le cadre de conflits inter-États, donc entre les États, c'est-à-dire qu'entre l'Égypte et Israël, entre le Pakistan et l'Inde, et peut-être même l'Inde, la Chine, etc. Nous ne sommes plus dans ce cadre-là. Bon, sauf qu'actuellement, il y a une petite parenthèse avec la guerre en Ukraine, l'agression russe sur l'Ukraine. À ce moment-là, nous disons que la 2e phase, on passe à la 3e phase. Pourquoi? Parce que tout simplement, avec l'échec de la deuxième génération des opérations de maintien de la paix, avec les échecs de l'ONU, comme vous le savez, les échecs de l'ONU dans les Balkans, les échecs de l'ONU au Rwanda, et en Somalie, etc. Donc en Afrique, en Asie, en Europe même. C'est-à-dire que l'ONU, comme instrument de la sécurité collective globale, l'ONU n'était pas parvenue à sécuriser les populations dans les Balkans, victimes du génocide, la population rwandaise et d'autres populations dans le monde. Ce qu'on appelle l'échec. À ce moment-là, on passe à une 3e phase dite d'opération de maintien de la paix. Le mot a été lancé, de maintien de la paix robuste, de force robuste. Et c'est là le problème, parce que tout simplement, parce que je dis ça, c'est pour pouvoir, parce que nous sommes ici. Tout cela traduit, tout ce qu'on voit maintenant, on entend actuellement
des diplomates de puissance, de grande puissance, le Canada, la France, les États-Unis, de représentants de pays comme Bob Rae à l'ONU, Guterres qui a sa doctrine, après Boutros Ghali, après le rapport Brahimi, après évidemment ce qu'on appelle, on aura peut-être le temps de revenir là-dessus, ce qu'on appelle la doctrine Guterres. Guterres a sa doctrine, parce que tout simplement Guterres est un pragmatique. Guterres ne va pas engager l'ONU dans des opérations de maintien de la paix où il y aura des victimes. Par exemple, en Haïti, dans un théâtre d'opération où une catégorie de belligérants n'est pas tout à fait bien identifiée, où une catégorie de belligérants se trouve sur un territoire exigu, un territoire informel, et presque ces belligérants-là peuvent se fondre dans la masse au sein de la population et causer d'énormes dégâts aux forces de maintien de la paix. À ce moment-là, c'est que nous sommes dans cette catégorie, troisième catégorie, où le Conseil de sécurité réfléchit. Tout simplement, réfléchit par rapport à deux perspectives. Parce que tout simplement, le partenariat qu'il y a dans la troisième génération des opérations de maintien de la paix, ou bien on engage des forces onusiennes, ou bien on engage des forces non onusiennes. Parce que tout simplement, on peut voir que, par exemple, avec les forces non onusiennes, qui agissent en soutien à des forces de l'ONU, ou du moins des soldats de la paix de l'ONU qui fournissent un appui à des forces non onusiennes. On l'a vu avec, on va revenir là-dessus, avec la MINUSMA, avec la force qui a été déployée au nord Kivu, qui fait partie aussi, c'est une caractéristique de la troisième génération des opérations de maintien de la paix. C'est pour vous dire que, actuellement, dans le cadre de cette troisième génération des opérations de maintien de la paix, l'ONU, non seulement ne veut pas engager de soldats, parce qu'il y aurait des pertes, parce que l'ennemi est mal identifié, parce qu'il ne s'agit plus de guerre entre États, mais il s'agit de guerre à l'intérieur des États. À ce moment-là, le Conseil de sécurité entre en jeu à travers ces trois mécanismes de pouvoir, ces trois pouvoirs du Conseil de sécurité, un pouvoir de qualification, un pouvoir de recommandation, un pouvoir de sanction. Qu'est-ce que, étant donné la complexité, puisque la troisième génération fait référence aussi à des missions complexes, des missions multidimensionnelles, où il y a des civils, il y a des militaires, il y a la police, il y a des experts, on fait du peace building, on fait de la reconstruction, on fait du renforcement institutionnel, donc on ne va pas engager facilement, le Conseil de sécurité ne va pas facilement s'engager à travers ces trois pouvoirs dans cette opération-là. C'est pour cela que l'ONU botte en touche. C'est pour aller vite. L'ONU botte en touche. Dans quel sens? C'est-à-dire que l'ONU vous dit, voilà, moi, je ne vais pas envoyer mes soldats pour plusieurs raisons. Pour des raisons stratégiques, pour des raisons logistiques, pour des raisons de ressources matérielles, pour des raisons aussi d'autorisation. Parce que tout simplement, l'autorisation au niveau du Conseil de sécurité devient de plus en plus difficile. Parce que tout simplement, actuellement, il y a une forme d'émergence d'une bipolarisation, d'une nouvelle bipolarisation du monde, avec d'un côté l'Orient, de l'autre côté l'Occident, l'Orient, la Chine et la Russie, j'allais dire, la Russie, et de l'autre côté le bloc occidental, avec actuellement qui se pointe entre guillemets une troisième voie, du moins une catégorie de non-alignés caractérisée par les BRICS. On reviendra là-dessus. Donc l'ONU botte en touche. L'ONU vous dit il n'y aura pas de mission d'OMP traditionnelle, première, deuxième génération, c'est-à-dire que de casque bleu. Il y aura certes une mission de troisième génération, mais ce sera des forces non onusiennes. Parce que tout simplement, en termes de ressources, est-ce que les États contributeurs, en termes financiers, contributeurs en termes de troupes, vont contribuer réellement? Parce qu'entre-temps, le monde a changé. Parce qu'on est passé d'OMP, d'opérations de maintien de la paix dominées par les grandes puissances, forte présence des puissances. Actuellement, il n'y a presque plus de composantes des pays puissants de les opérations de maintien de la paix.
Il y a une forme de racialisation des opérations de maintien de la paix. C'est comme une façon de dire, voilà, nous les Blancs, nous n'allons pas mourir pour les nègres. Nous n'allons pas mourir pour les jaunes. Parce que tout simplement, vous vous débrouillez en Afrique, c'est votre affaire, et c'est là, évidemment, le troisième point de mon intervention, le processus de tiers-mondisation des OMP, le processus de racialisation des OMP. Donc, à ce moment-là, par rapport à ce que je disais avant, vous voyez bien qu'on n'est plus dans cette perspective de l'État cosmopolitique. On n'est presque plus vraiment dans cette perspective de la citoyenneté globale. On n'est plus dans cette perspective de l'égalité souveraine chère aux Nations Unies. C'est-à-dire que Haïti est un État pauvre, mais c'est un État quand même. Il a le même droit, les mêmes prérogatives que les États-Unis, le Canada, etc. Donc ça remet en question cette problématique-là de l'égalité souveraine, en quelque sorte, la citoyenneté globale. Donc, à ce moment-là, que fait l'ONU? L'ONU, depuis un certain temps, depuis à peu près la deuxième moitié des années 90, l'ONU fait ce qu'on appelle la sous-traitance des missions de maintien de la paix, sinon des opérations de maintien de la paix par procuration. L'ONU régionalise en quelque sorte les opérations de maintien de la paix et l'intervention du Kenya va se situer dans ce cadre de la procuration, de la sous-traitance des opérations des missions de la paix. C'est la troisième partie de mon intervention. Donc, le Kenya. Le Kenya, dans ce sens-là, pourquoi le Kenya veut venir pacifier Haïti? Une question qui a été posée, je crois qu'ici même, mais c'est à la limite, cela a été posé et répondu de manière très naïve. En pensant que, ah voilà nos frères africains, vous savez, mais cela fait rire. Ah, nos frères africains vont venir nous sauver. Vous le pensez réellement, vous les jeunes, les universitaires? Vous pensez qu'il y a cette logique, même si de côté, il y a la racialisation des opérations de maintien de la paix, vous pensez réellement que les Africains, nos frères, entre guillemets, nos frères africains, s'inscrivent dans cela? Est-ce que vous avez déjà vu une marque que nous avons, ça fait très longtemps que nous avons tout le temps des problèmes, avez-vous déjà vu une marque de solidarité des États africains? Bon, ils n'ont même, les élites africaines, c'est une parenthèse que je fais sur cette perception des frères africains qui vont venir nous sauver, nous aider. Il n'y a pas ça dans les relations internationales. Et même avec les Africains, ils défendent leurs intérêts. D'autant plus que ces Africains-là, je parlais des élites africaines, elles sont comme les nôtres. C'est-à-dire que ce sont des élites égoïstes, ce sont des parasites, comme l'appelle Michel Rofio, ce sont des pères de parasites, comme nos élites économiques, nos élites politiques. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne pensent qu'au pouvoir, ils agissent en fonction du pouvoir. Donc, s'ils vont venir ici, ils ne vont pas venir parce que tout simplement nous sommes des nègres, nous sommes des négresses. Ils vont venir ici parce que tout simplement ils ont un agenda, on va le voir par après. Ils ont un agenda, ils se font une place, ils projettent une puissance sur la scène. Ils voudraient, c'est-à-dire que ces pays-là, ou bien le Kenya, ils voudraient projeter une image symbolique, ils voudraient projeter une puissance, ils voudraient aussi défendre ses intérêts géostratégiques. Mais ce n'est pas de question de nos frères, etc. D'ailleurs, ils nous doivent des excuses, les élites africaines. Elles nous doivent des excuses. Comme la France nous doit des excuses, comme l'Espagne nous doit des excuses. Parce que tout simplement, sans les élites africaines, nous ne serions pas là. Il faut le reconnaître. Nous ne serions pas en Amérique sans les élites africaines. Pourquoi compter maintenant sur les élites africaines? Elles ont changé entre-temps. Elles sont devenues pires que ce qu'elles étaient autrefois. Bon, les élites africaines, ce sont ces élites-là, les chefs de tribu, les chamans qui nous ont capturés, ligotés, vendus aux marchands d'esclaves. Il ne faut pas l'oublier. Donc, cette question de se lancer corps et âme dans les bras de nos frères africains, c'est une naïveté sans nom. Parce que tout simplement, il s'agit de politique, il s'agit de géopolitique. Donc, le Kenya, pourquoi le Kenya? Le troisième point, je termine là-dessus, je sais que je suis un peu long. Pourquoi le Kenya? Parce que, par rapport à ce que je disais avant, sur la question du changement du contexte international,
Sur la question de la sous-traitance des opérations de maintien de la paix, le Kenya est un acteur clé en Afrique. Le Kenya est le principal réceptacle, le principal acteur qui joue ce rôle de régionalisation de l'ONU, de la puissance globale qu'est l'ONU. Parce que l'ONU n'envoie plus de casque bleu. Sur les théâtres de conflit, l'ONU sous-traite ses opérations à des organisations régionales comme l'OTAN, comme la CEDEAO, comme l'Union africaine. Et c'est le rôle que joue depuis plus d'une dizaine d'années le Kenya en Afrique. Donc, dans ce sens-là, disons, par rapport à cela, pourquoi le Kenya est un acteur stratégique qui se propose de jouer cela? Bon, on connaît l'histoire, on connaît plus ou moins l'histoire du Kenya, avec Jomo Kenyatta, l'indépendance du Kenya très récemment, mais on ne va pas rester sur cette histoire-là. Ce qui nous intéresse, ce sont les aspects géostratégiques. Le Kenya est situé dans une zone géostratégique très, très importante pour le monde, notamment pour les puissances globales, pour les États-Unis, pour la Russie, notamment pour la Chine et les États-Unis. Donc, si vous avez ça en tête, parce que quand on fait de la géostratégie, il faut les relations internationales, il faut avoir la carte du monde dans sa tête. Si vous voyez la situation géographique du Kenya, vous allez voir à quel point le Kenya est stratégique. C'est-à-dire que vous avez en quelque sorte sa géographie, ses ressources, le commerce comme 3 éléments géostratégiques. Géographie, ressources naturelles, le commerce. Donc, aussi le 3e élément, beaucoup plus symbolique, qui est la religion. Dans ce sens-là, le Kenya, vous avez la mer Rouge, vous avez la mer Méditerranée, vous avez la péninsule arabique, vous avez le golfe d'Aden, vous avez l'océan Indien, et vous avez cette liaison-là qui est faite entre la Méditerranée et l'océan Indien. Sinon, on devrait contourner toute l'Afrique pour aller dans certains pays, et même pour aller en Asie. Donc, de l'Europe à l'Asie, on passe par là, et, par la Méditerranée et par l'océan Indien pour arriver directement pour transporter les marchandises. En plus, la géographie, c'est une zone qui est très riche en hydrocarbures, pétrole, gaz naturel, etc. Donc, et on connaît très bien, par rapport aussi à l'aspect symbolique, le Kenya, c'est la vallée du Grand Rift, aussi, considéré comme étant le berceau de l'humanité. Donc, Jomo Kenyatta, le premier président du Kenya, en jouait beaucoup. C'est-à-dire que le peuple issu de la vallée du Grand Rift, comme peuple pionnier du monde, donc un peuple qui a un destiné, c'est comme une forme de doctrine de la destinée. Donc, à ce moment-là, le Kenya se pointe par rapport à sa situation géographique, ses ressources, etc. Et l'autre élément, la religion. Parce que n'oubliez pas que je vous ai dit avant que le problème qui est posé aux opérations de maintien de la paix à l'ONU, c'est le problème non pas de guerre entre États, mais le problème de guerre intra-étatique. Et l'un des fervents, en quelque sorte, l'un des éléments qui sont à la base de ces guerres-là, c'est la religion. Or, il y a ce problème dans la région du Kenya. Donc, c'est une manière de vous dire que pourquoi le Kenya? Parce que c'est raison géostratégique, parce que aussi le Kenya a été un contributeur important des opérations de maintien de la paix. Mais on a constaté depuis quelque temps une forme de baisse dans la participation du Kenya, parce qu'il faut voir, si vous voyez, je vous conseille un très grand livre d'un Haïtien, c'est un très grand pédagogue. James, je te salue, James Boyard. C'est un intellectuel de qualité, c'est-à-dire qui a fait des bouquins d'une grande qualité, notamment sur les OMP, entre autres, et Caro. C'est un très grand livre d'une très grande pédagogie. Honneur à toi, James Boyard. Donc, le fait est que depuis quelque temps, on remarque la baisse de la participation du Kenya. Allez lire le texte de James Boyard, vous allez voir toutes les missions avec les 10 principaux pays contributeurs, notamment en Asie, Bangladesh, Inde, Pakistan, le Sénégal, le Kenya. En Amérique, il n'y en a pas beaucoup, sauf peut-être l'Uruguay qui participe le plus souvent, qui a été aussi à la MINUSTA, etc. Mais l'OEA, de tout ce que je vous dis là, il ne faut pas penser à l'OEA. Comme l'OEA n'est pas une institution véritablement capable d'assurer la sécurité collective. Dans la charte de l'OEA, il y a des dispositions sur la sécurité collective, mais l'OEA ne peut pas. L'OEA ne peut pas pour plusieurs raisons. Ne peut pas parce que tout simplement il y a
la superpuissance dans la zone, donc les États-Unis qui est dans la zone. Il y a aussi, ces pays-là n'ont pas trop d'ambition géostratégique, mis à part le Brésil, l'Argentine, le Pérou, le Chili. Ces pays-là n'ont pas trop d'ambition géostratégique, sans compter le fait que les États-Unis dominent complètement le fonctionnement de l'OEA. Donc l'OEA, comparativement à l'Union africaine, n'a pas trop de marge de manœuvre. Donc, le Kenya baisse. Pourquoi la participation du Kenya baisse? Parce que tout simplement, le Kenya joue un rôle désormais régional au niveau de l'Union africaine, parce qu'actuellement, plus de 80% des missions d'opération de la paix en Afrique sont assurées par l'Union africaine. Donc, le Kenya est le leader. Donc, le centre de formation se trouve au Kenya, la représentation de l'ONU se trouve au Kenya. Donc, le Kenya veut conserver sa place géostratégique au cœur du dispositif onusien. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, il faut voir pourquoi le Kenya. Parce que, tout simplement, il faut voir la relation du Kenya avec les États-Unis d'Amérique. On ne peut pas comprendre l'offre du Kenya sans comprendre les relations géostratégiques et commerciales du Kenya avec les États-Unis d'Amérique. Vous m'arrêtez, hein? Donc, avec les États-Unis d'Amérique. Pourquoi je dis cela? Parce que tout simplement, les USA et le Kenya sont, comme on dit vulgairement, le mariage. Ça n'a aucun sens d'ailleurs, le mariage entre la police et la population. La police n'a pas à se marier avec la population. Ce serait un acte incestueux d'ailleurs. Donc, parce que tout simplement, non, ça n'a aucun sens. Donc, les États-Unis et le Kenya, en fait, le Kenya ne s'est pas proposé. Bon, c'est une hypothèse, je n'étais pas là dans les négociations, mais si on regarde les relations internationales, compte tenu de tout ce que je viens de dire, le Kenya ne s'est pas proposé, on a proposé le Kenya. Le 11, c'est les États-Unis d'Amérique qui a proposé le Kenya, parce que tout simplement, il y a un élément fondamental dans la relation entre les États-Unis et le Kenya. Il faut savoir que les USA et le Kenya ont lancé un partenariat stratégique dans le commerce et les investissements en vue de poursuivre les engagements visant à renforcer la croissance économique, à soutenir l'intégration économique régionale en Afrique et à améliorer la coopération commerciale. Il faut savoir que le gouvernement américain et le gouvernement kényan, on le verra, c'est pas avec William Ruto, c'est pas aussi récent. Les gouvernements des États-Unis et du Kenya ont lancé le partenariat le 14 juillet 2022 en déclarant, je cite, qu'ils développeraient une carte routière. Ils développeraient une carte routière d'engagement dans les secteurs tels que la sécurité agricole, les normes commerciales numériques, les pratiques réglementaires et les procédures douanières. En outre, le Kenya souhaite depuis longtemps, ça il faut le retenir, depuis longtemps, le Kenya cherche à conclure un accord exhaustif de libre-échange avec les États-Unis d'Amérique. Et les négociations en vue de réduire les tarifs bilatéraux ont été lancées en 2020. Donc, il faut savoir aussi que, comme on dit, certaines recherches l'ont montré, l'Afrique, c'est la zone d'ombre en quelque sorte, des États-Unis d'Amérique. L'Afrique ne représente pas grand-chose. L'Afrique n'a jamais compté en termes de projection de la puissance américaine. Ce n'est que récemment que les États-Unis, il y a 10 à 20 ans, que les États-Unis ont commencé à fixer les yeux, son regard perçant, de l'aigle perçant, sur l'Afrique. Les États-Unis n'ont que 2 accords commerciaux avec l'Afrique. Le premier avec le Maroc, le deuxième avec le Kenya, qui a que 2, alors que la Chine en a plus d'une quarantaine.
La Chine a plus de 40 accords commerciaux avec, en quelque sorte, les pays africains. Une fois que la Chine pénètre le marché africain, les États-Unis disent « Ah tiens, il y a un problème », parce que tout simplement, comme je vous l'avais dit, il y a la résurgence de la bipolarisation du monde avec la Chine comme leader, les États-Unis comme leader. Donc, la Chine est désormais en Afrique, premier partenaire commercial de l'Afrique. Les États-Unis se disent, alors, il faut que je sois là aussi. Donc, il faut que je sois là. Donc, ce n'est pas avec le Libéria qui ne nous présente pas grand-chose. Bon, le Maroc, l'Afrique du Nord, je vais aller en dessous du Sahara. L'Afrique subsaharienne, je vais voir en plus à l'est, parce qu'à l'ouest, nos ancêtres, en quelque sorte, nos frères, d'ailleurs, le Kenya, c'est à l'est, hein, le trafic triangulaire, c'est beaucoup plus dans ce qu'on appelle le golfe de Guinée. Le golfe de Guinée, du Sénégal, jusqu'au Congo, hein, en quelque sorte, la RDC, peut-être même plus bas. Donc, le golfe de Guinée. Donc, c'est de l'autre côté. Donc, les États-Unis essayent d'avoir ce marché-là avec le Kenya. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas parce que le Kenya actuellement représente un grand partenaire, parce que tout simplement, le Kenya, deuxième accord de libre-échange avec les États-Unis, le Kenya est le 98e partenaire commercial des États-Unis. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt commercial, en quelque sorte. Donc, autre élément, pourquoi cet intérêt des États-Unis à l'Afrique actuellement et au Kenya? Parce que le Kenya bénéficie, comme je l'avais dit, d'un point de vue géostratégique, d'un accès important au marché américain. Par le libre-échange, tout simplement, avec des franchises de droit de grâce, avec un programme de commerce préférentiel pour les pays d'Afrique subsaharienne, etc. Le Kenya, par exemple, en 2021, le Kenya a exporté aux États-Unis des articles pas à trop haute valeur ajoutée, évidemment, des articles, je vais terminer, hein, parce que je ne serai pas trop long, le Kenya a exporté aux États-Unis des articles, des vêtements, des noix, des noix comme nos noix, là, des noix, du café, du thé, du minerai, de titane notamment, d'une valeur de 685 millions de dollars en 2021. Et plus de 75% de ces articles-là sont entrés en franchise. Et quant aux États-Unis, il a exporté au Kenya des articles d'une valeur de 561 millions de dollars, qui consistent en avions, plastique, machinerie et blé. Donc, il faut dire aussi que le dialogue entre les États-Unis et le Kenya inclut des efforts pour le développement de micro-entreprises, de PME, pour évidemment du renforcement institutionnel. Donc, si le Kenya s'intéresse à Haïti, c'est une manière de consolider sa place comme bras armé de l'ONU dans la région, en Afrique, au sein de l'Union africaine, et comme aussi partenaire privilégié des États-Unis dans la zone. N'oubliez pas aussi, autre élément très important qui intéresse les Américains, la question du terrorisme, la question religieuse. Il y a deux questions dans ce sens-là. La question avec les Chebab, les groupes islamistes, en quelque sorte, et aussi une deuxième question importante pour les États-Unis et l'Europe aussi, parce que l'Europe cherche à avoir un accord de partenariat économique avec le Kenya, avec l'Afrique, comme l'accord qu'on nous a proposé avec Haïti, l'APE. Il y a eu des manifestations contre l'APE, etc. C'est déjà avec la République dominicaine. Donc, il y a deuxième élément, ce sont ce qu'on appelle la piraterie. La piraterie dans l'océan Indien, la piraterie dans le golfe d'Aden, etc. Donc, il y a cet élément-là de coopération entre les États-Unis et le Kenya. Donc, j'en termine avec le troisième point. Donc, pour conclure, en termes de perspective, est-ce que cela va aboutir? Est-ce que, c'est la grande question, est-ce que cela va aboutir? Est-ce que le Kenya va venir nous sauver? Mais est-ce que le Kenya aura cette possibilité de s'affirmer sur la scène internationale? De s'affirmer, parce que le Kenya déjà s'affirme sur le théâtre africain, mais en Amérique, l'OEA ne vaut pas grand-chose. On ne voit pas ce qui se passe à l'OEA d'ailleurs. Bon, voilà, passons là-dessus. On ne voit pas ce qui se passe à l'ONU. C'est moins que pour l'ONU. Actuellement, la crise, nous tapons longueur, moi-même de l'OEA, moi-même des Nations Unies. Nous tapons longueur. Actuellement, il ne se passe pas grand-chose pour Haïti. À l'OEA, il ne se passe pas grand-chose aux Nations Unies pour Haïti.
Donc, est-ce que le Kenya va accepter? Bon, il a déjà accepté. Est-ce que ça va marcher? Ça va marcher, oui ou non? Rapidement, j'aurai peut-être l'occasion d'approfondir lors des questions. Le problème, c'est que nous faisons des hypothèses. Il y a un hic, il y a un obstacle au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pourquoi? Parce qu'il y a deux acteurs importants parmi les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, en l'occurrence la Chine et la Russie. Est-ce que, pour que le Kenya vienne ici, même s'il s'agira d'une mission non onusienne, même s'il s'agirait d'une opération de sous-traitance, comme nos industries de sous-traitance, une opération de sous-traitance de la paix, est-ce que le Kenya, est-ce qu'il va avoir ce mandat-là? Parce qu'il y a 2 obstacles, comme vous le savez, la Chine, la Russie. Mais le vrai obstacle, ce n'est pas la Russie. La Russie ne pèse pas grand-chose, mis à part ses armes, sa capacité de destruction du monde. Ça ne pèse pas grand-chose de point de vue économique et technologique sur le monde. La Chine, la grande puissance montante qui va de toute manière détrôner les États-Unis d'Amérique. Est-ce que la question qu'on doit se poser, on y répondra lors des séances de réponse. Je ne crois pas que la Chine, s'il s'agit du Kenya, c'est une hypothèse, je ne crois pas que la Chine va bloquer le Kenya. La Chine a trop besoin du Kenya. Si nous avions des représentants dignes au niveau des Nations Unies, il faudrait jouer là-dessus. Il faudrait jouer là-dessus, mettre en face à face le Kenya et la Chine. Parce que la Chine mise sur le Kenya. Après, je crois qu'après l'Inde, je crois il y a quatre grandes puissances qui investissent au Kenya. C'est l'Inde, la Chine, le Royaume-Uni, les États-Unis. Je crois que l'Inde est le premier investisseur en termes de pouvoir et d'emploi. La Chine a besoin du Kenya. Du point de vue commercial, il faut savoir que le modèle kényan, c'est un modèle calqué sur la Chine. Le grand centre de formation d'ingénieurs. Le Kenya est en train de produire beaucoup d'ingénieurs. D'ailleurs, la plupart, une bonne partie, ne se forment plus aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Ils sont formés actuellement en Chine. La Chine s'est proposée d'installer un centre de production d'ingénieurs au Kenya. Et la Chine, après l'Inde, c'est le premier investisseur au Kenya. On verra ça tout à l'heure avec le port, la grande route de Mombasa, de Nairobi à Mombasa, d'autres infrastructures, de chemins de fer, etc. À ce moment-là, la Chine ne va pas véritablement être encline à bloquer la résolution. Maintenant, il faudrait jouer sur la Russie. Et si la Chine part là-dedans, la Russie va partir là-dedans aussi. Sur ce, je vous remercie comme enjeu sur cette question-là. Merci.